Et si on allait découvrir les secrets d'un tout petit mod à 12 millions de téléchargements, Dimensional Doors. Pour les deux du fond qui parlent pas anglais, c'est un portail de l'end, sauf que ça va pas dans l'end et c'est beaucoup trop facile à craft par rapport à la dangerosité de ce qui se trouve derrière. Et non seulement un enfant de 4 ans peut accéder au fun infini des portes dimensionnelles plus rapidement que Stephen Hawking peut retrouver sa mobilité quand il s'agit de faire des orgies questionnables, mais on trouve également des centaines de milliers de ces portes-là qui spawnent naturellement dans le monde et qui mènent toutes à des petites dimensions super cute et pleines d'easter eggs. Adorables ? Alors oui mais non, parce qu'elles sont absolument remplies de pièges, d'entités bibliques qui veulent ton âme, et que derrière les 10 couches de statique solide apparemment, il y a... rien. Je voulais absolument en savoir plus sur le lore, mais les différentes dimensions sont même pas toutes listées, donc j'ai décidé de me mettre en survie et de répertorier chacune d'entre elles dans un iceberg parce que j'ai absolument rien d'autre à faire et que je sais que ça vous fait super plaisir de me regarder me mettre en danger face à des horreurs cosmiques. D'ailleurs si jamais la vidéo a 4 likes, je sauterai dans une cheminée nucléaire. Juste avant de commencer à explorer les donjons de ces dimensions de poche, j'ai décidé de craft toutes les portes de Minecraft, donc Acacia, Fer, Gold, Stone, etc. et de regarder où elles nous mènent. Pour presque toutes les portes Vanilla et ces deux qui ont beaucoup trop de flow, on accède à la Public Pocket, autrement dit un espace de 4 chunks auquel tout le monde peut accéder en empruntant la même porte. La porte en oak, elle, ne mène nulle part. C'est une sorte de porte de sortie de secours à poser dans les pocket dimensions en cas de danger. Dans la porte en quartz, on peut créer sa propre private pocket, une public pocket mais individuelle. Et dans la porte en crimson, juste avant d'entrer dans la public pocket, on passe par un des tunnels de porte que j'appelle les hubs. Mais la porte la plus intéressante, c'est celle que l'on remarque le moins paradoxalement. La Stone Door. Avant de découvrir ce qu'il y a derrière, je vais vous montrer à quoi ressemble un monde dans lequel j'ai juste load ce mode. C'est des tonnes et des tonnes de portes. Elles mènent tout à un donjon créé aléatoirement qui varie de une à plusieurs dizaines de dimensions de poche, chacune s'enfonçant plus profond dans une spirale dédaleuse dans laquelle il est interdit de se perdre. Si on pose les avantages et les inconvénients de ces donjons, on se rend compte qu'ils sont absolument OP, parce qu'ils offrent de l'espace et du loot gratuit et qu'ils sont accessibles d'absolument partout. Le seul inconvénient, et qui est assez important en fait, c'est que lorsque l'on ressort de ces donjons, que ce soit via la porte originale ou une oak door posée dans un donjon, la porte se détruit, ce qui rend évidemment le tout bien claqué. Mais notre Stone Door, elle règle le seul problème majeur des donjons, parce que lorsqu'on l'emprunte et générer un donjon aléatoire avec de la place et du loot gratuit, mais on peut aussi en ressortir, casser la porte, la poser 4 blocs plus loin, et t'as un nouveau donjon, ce qui est absolument pété, et c'est dont on va se servir pour répertorier toutes les dimensions. Évidemment, pour construire des complexes aussi grands et variés, il doit y avoir des dizaines de dimensions qui servent de structure, qui font tenir toute l'architecture et qui mettent en lien les différents centres d'intérêt à chaque niveau. Parce que il y a une mécanique dont je vous ai pas encore parlé et qui influence grandement la génération des donjons, c'est le concept de profondeur. Lorsque l'on rentre dans un donjon, on se trouve dans une dimension adjacente à l'overworld, dont la profondeur est de 1. Dans cette dimension, il y a plusieurs portes qui mènent vers la dimension suivante, qui elle n'est pas aussi proche de l'overworld que celle qui la précède. Sa profondeur est donc de 2. Chaque fois qu'une porte est empruntée au sein d'un donjon, la distance qui nous sépare du monde que l'on connaît grandit, et avec elle l'indice de profondeur. Plus la dimension est profonde, plus elle sera en ruine, comme si les donjons tentaient de répliquer l'overworld, mais qu'avec la distance grandissante, l'illusion s'effaçait peu à peu. Cependant, ce n'est pas tout ce que la profondeur gère, parce que certaines dimensions peuvent uniquement être générées à partir d'une certaine profondeur, ce qui veut dire que je vais devoir aller très profond pour trouver les dimensions les plus intéressantes. Je vais pas parler de toutes les salles que j'ai découvertes, mais le lien du cheat que j'ai utilisé sera dans la description. Bon, maintenant qu'on a mis de côté plus de la moitié des dimensions, il est temps de parler de la seconde partie la plus fréquente, et après on passe au truc intéressant, promis. Pour l'instant, tout ce dont on a parlé est plutôt inoffensif. À part peut-être mourir de dégâts de chute ou de faim, la structure du complexe est pas dangereuse du tout. Le problème, c'est que lorsqu'on s'enfonce rien qu'un petit peu au sein de ces dimensions de poche, on tombe inévitablement sur les pièces piégées. Ces dernières ressemblent beaucoup à des éléments de structure, sauf que le moindre faux pas et tu te prends 12 dripstones en feu et explosifs dans la gueule. Ah, et aussi parfois, il y a Megalovania. J'ai pas mentionné les flèches de poison, les potions de lanterne, la lave et le pire de tous, le Void. Ce void là est un peu particulier, je reviendrai dessus plus tard dans la vidéo. Parmi les différentes pièces piégées, certaines ressortent bien plus que d'autres. Par exemple, ces gigantesques salles ressemblant à des estrades, ou encore cette pièce dans laquelle le piège est tellement compliqué que j'ai jamais compris comment l'activer. Jusque-là, toutes les dimensions ont été très linéaires. Elles respectaient les codes d'un donjon de jeu vidéo, avec des couloirs, des salles, du loot, des pièges, un petit peu de variété avec la profondeur et l'absence d'entité en apparence, mais c'est tout.
Et pourtant, le mode propose bien plus que ça, parce que les développeurs ont bien compris que pour faire peur à quelqu'un dans un jeu avec un ratio pixel à en faire trembler Cube Chaos, il faut utiliser les sentiments plus profonds et inhabituels que la peur provoquée par un jumpscare. Il y en a un que Minecraft réussit à provoquer, c'est l'agoraphobie et la scopophobie. Deux peurs caractérisées par l'effroi de se perdre, entre autres. Pour la provoquer, pas besoin de monstres, l'environnement et l'ambiance suffisent. C'est justement ce sur quoi se basent les liminal space et les backrooms. Je dis bien se base parce que ça fait un moment qu'il reste plus grand chose des backrooms originales. Enfin bref, la troisième catégorie de dimensions que j'ai eu l'occasion de découvrir dans les profondeurs du donjon, c'est les rest places. Des grandes pièces qui mimétisent des lieux familiers, dans lesquels il n'y a aucun danger, dans lesquels il n'y a pas grand chose d'ailleurs. On est juste en face à face avec une fraction d'un monde que l'on connaît, sans raison d'être et sans vie. C'est en ça que la similarité avec les liminal space ressort le plus. Puis on a des salles qui sont plus rassurantes, comme cette plage ou ce cimetière qui paradoxalement est l'un des lieux qui me fait le moins bader du complexe. Cependant, la plupart restent déstabilisants, lorsque l'on reste un moment du moins. En parlant d'attendre, une des salles est nommée Please Wait. Elle ressemble à une salle d'attente où on nous donne un papier intitulé « S'il vous plaît, patientez ». Et donc c'est ce que j'ai fait. Je suis resté une bonne heure dans la salle mais il se passait absolument rien donc j'ai dû revenir en arrière. Une autre dimension parmi ces rest places qui m'a marqué est ce fragment d'autoroute. Une salle immense qui permet vraiment de se rendre compte d'à quel point le complexe est vide. Ici aussi, je suis resté pas mal de temps. Enfin, ces dernières salles diffèrent du reste. Elles sont le produit de la liminalité des rest places et d'un chaos interdimensionnel sans origine ni but précis. Ou plutôt, ces derniers sont relatifs à la salle plutôt qu'universaux. Go regarder chacun de ces divergents et tenter de déterminer ce qu'il y a derrière. La joie n'est pas la première émotion qui me vient à l'esprit quand je pense au donjon, mais c'est un appât super efficace sur les joueurs, l'homme étant toujours en quête de dopamine. C'est pour cette raison que le level fun, la mascotte aurore ou les clowns tueurs fonctionnent. Parce que une des manières les plus efficaces de provoquer la peur, c'est en créant un environnement joyeux ou excitant, un appât, puis de le détruire brutalement. Il y a deux dimensions dans le donjon qui tentent de reproduire ce phénomène, le happy room et la pizzeria. Ces derniers agissent comme une façade de bonheur immédiat et intégral, référençant des événements heureux tels un anniversaire. Cependant, derrière cette barrière mensongère est révélé le dédale solitaire que forment ces dimensions. La prochaine salle, c'est tout simplement la main de Dieu. J'invente rien, ça a été confirmé dans le Discord officiel. Pour la prochaine séquence, je préfère prévenir avant de me faire incendier, c'est complètement de la théorie, j'y connais rien en religion. Mais cette main de Dieu, est-ce qu'elle pénètre dans le donjon ou est-ce qu'elle est coincée entre cette prison de pierre et le void? Parce que si c'est le cas, que ces dimensions ont pris au piège l'entité qui les régit, à quelles règles obéissent-elles? Et qu'est-ce qui me garantit que je vais sortir d'ici? J'ai la réponse aux deux questions en fait. La première se trouve dans cette salle, et dans celle-là aussi. Je l'ai juste appelé Red Eye, mais ce truc est clairement plus qu'un œil de Cthulhu qui se balade dans le complexe. Enfin je veux dire c'est littéralement le soleil. Si ça vous crie pas encore divinité cultique, il suffit de regarder la gueule des entités du mode. Enfin bref, tout me pousse à penser que la chose qui a emprisonné voire tué Dieu, et qui contrôle le complexe, c'est lui. Pour la question de l'échappatoire cependant, ma théorie tient plus du complot que de la disserte et mes arguments tiennent en une seule salle. La toute dernière. Paradoxalement, c'est une des plus petites et vides salles. Elle aurait d'ailleurs pu appartenir au premier tiers si on utilisait comme critère seule l'apparence et ignorait sa signification. Cette salle donc, c'est une cellule. Une cellule qui donne sur absolument rien. D'ailleurs, c'est une des seules salles cul-de-sac du complexe et une des seules qui nous laisse voir l'extérieur. Ça donne de l'espoir donc. Sauf qu'évidemment, il faut pas oublier que c'est une prison, et au-delà de ça, ce qu'on croit être la liberté à portée de main est entièrement faux. C'est une illusion, qui obstrue le void. Encore le void. Le void qui semble être la seule chose plus attirante que de déambuler dans ces corridors infinis de salles sans sens pendant l'éternité. Alors, pourquoi ne pas l'accepter? C'est pas le void que je connais ça. Je crois que c'est pire en fait. Pas de délivrance funeste, aucune garantie que je peux sortir d'ici. J'ai juste échappé à une prison pour en rejoindre une autre.